曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑。Bonjour à tous, ici Sasa qui vous rejoint aujourd'hui et demain aux côtés de Udier, au micro de RTI. En effet, cette semaine, il y aura plusieurs émissions en lien avec le 35e anniversaire de la répression sanglante des manifestations étudiantes de la place Tiananmen à Pékin le 4 juin 1989 qui a fait plusieurs milliers de victimes. Yu Jie est un intellectuel chinois originaire de la province du Sichuan et il a aussi vécu à Pékin. C'était un ami proche du prix Nobel de la paix en 2010, Liu Xiaobo, décédé en 2017 après de nombreuses années passées en prison. Yu Jie a été arrêté en 2010 par la police chinoise et après avoir été torturé, il a cherché un moyen de quitter la Chine. En 2012, il réussit à se rendre aux États-Unis, dont il a maintenant la nationalité. Il ne peut bien entendu pas retourner en Chine, en revanche, il se rend souvent à Taïwan où il a publié ces dernières années de très nombreux essais sur la situation politique en Chine, sur l'histoire des dissidents, mais aussi sur les lieux liés à la démocratisation de Taïwan. C'est à l'occasion de l'un de ses passages à Taipei que je l'ai récemment interviewé. Dans la première partie, aujourd'hui, nous évoquerons tout d'abord Tiananmen et demain, il nous présentera plus en détail comment il voit la Chine d'aujourd'hui. Bien sûr, dès le lendemain de la répression du 4 juin 1989, celle-ci est devenue taboue en Chine. Mais elle a été commémorée pendant une trentaine d'années à Hong Kong, même après la rétrocession de 1997, et réunissait des dizaines de milliers de Hongkongais pour une veillée aux bougies en mémoire des victimes. Depuis 2020, cela n'est plus possible. Tout d'abord, le Covid a été un prétexte pour interdire la commémoration, puis l'année suivante, une nouvelle loi sur la sécurité nationale prévoyait une condamnation allant jusqu'à 5 ans de prison pour tout Hongkongais qui tenterait de commémorer le printemps de Pékin. Taipei est donc le dernier endroit dans le monde sinophone à commémorer le massacre de la place Tiananmen, mais comme les Taïwanais se sentent moins concernés par cette page de l'histoire qui s'est déroulée sur l'autre rive, la commémoration n'est pas aussi importante qu'à Hong Kong. J'ai tout d'abord demandé à Yu Jie, peut-être un peu naïvement, s'il pensait que le fait que le gouvernement chinois doive utiliser la force pour empêcher les gens de se souvenir n'est pas indirectement un aveu de faiblesse. Au contraire, je pense que cela reflète que la Chine est très puissante. Bien que je n'ai pas directement participé aux manifestations de la place Tiananmen en 1989, car je n'avais que 16 ans et j'habitais dans le Sichuan à l'époque, j'écoutais les informations de la BBC et de la radio Voice of America à ce sujet. Et ces événements m'ont beaucoup affecté. Ce fut un tournant dans ma vie. Dès l'âge de 16 ans, j'ai pris conscience que le gouvernement du Parti communiste chinois était un régime brutal et ne nous voulait pas du bien. Tout cela transparaît dans mes essais et dans mes activités en lien avec les droits humains. Lorsque je vivais à Pékin, mon meilleur ami était Liu Xiaobo et j'étais aussi en contact avec le collectif des maires de Tiananmen. Donc, bien que je sois né trop tard pour prendre part aux manifestations de mai-juin 1989, cela n'a pas empêché cette page de l'histoire de devenir partie intégrante de mon histoire personnelle. Lorsque la commémoration était encore possible à Hong Kong, j'y ai participé. À l'époque, je ne me doutais pas que la situation à Hong Kong allait se détériorer si vite, au point qu'il ne soit absolument plus possible d'y mener aucune activité de nos jours. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Yu Jie était en contact avec le collectif des maires de Tiananmen. Que sont-elles devenues aujourd'hui ? Après mon arrivée aux États-Unis, je n'ai plus eu de contact direct avec les maires de Tiananmen, car je crains que cela ne leur crée des ennuis, mais je leur envoie parfois des lettres à travers des personnes interposées. Ce que je peux dire, c'est qu'avec le temps, elles sont de plus en plus âgées et certaines sont déjà décédées. La nouvelle porte-parole n'est pas la mère d'une victime, mais l'épouse d'une victime. Elle a la soixantaine. Certaines personnes craignent qu'à la prochaine génération, plus personne ne prendra le relais.
En effet, pour les descendants des victimes, s'ils ont pu faire des études ou trouver un travail pour mener une vie simple et discrète, s'impliquer dans ce mouvement signifie à coup sûr perdre leur travail. C'est la raison pour laquelle très peu de jeunes ne reprennent le flambeau. On ne peut pas les forcer. Dans le futur, il sera donc très difficile de continuer à faire vivre le collectif des mères de Tiananmen. Dans ce contexte, la diaspora chinoise aux États-Unis et en Europe sont importantes pour continuer à faire vivre la mémoire du massacre de Tiananmen. On écoute Yu Jie à ce propos. Je crois que ce que nous pouvons faire depuis l'étranger est très important. Par exemple, des lieux de commémoration, la publication de livres, l'archivage des documents concernant les victimes. Désormais, le musée du 4 juin de Hong Kong a été obligé de fermer. Un autre a ouvert ses portes à New York. J'y étais le mois dernier. Mais c'est tout petit car le loyer est très élevé. Et il n'y a pas grand-chose à exposer. Ce serait bien d'avoir un lieu permanent et pas seulement en location, avec un contenu plus riche. Ce serait aussi bien si des chercheurs pouvaient y être basés de manière permanente pour y poursuivre des recherches sur cette période de l'histoire. C'est mon espoir. Mais pour le moment, le mouvement soutenant la démocratie en Chine depuis l'étranger n'a pas réussi à le faire. Nous pourrions faire mieux. Par exemple, il y a environ un siècle, à la fin de la dynastie Qing, les intellectuels chinois à l'étranger et les gens du Kuomintang qui luttaient contre la dynastie Qing avaient un soutien financier auprès des Chinois de l'étranger, même si c'étaient des gens modestes qui tenaient de petits restaurants ou des buanderies. De nos jours, 20 à 30 millions de Chinois vivent à l'étranger, dont 5 millions aux États-Unis. Et ce sont souvent des classes moyennes ou qui travaillent dans le secteur des technologies. Si nous arrivions à les sensibiliser pour qu'ils financent le mouvement pour la démocratie, nous pourrions faire beaucoup plus de choses. Il y a quelques jours, le centre de recherche CERI a organisé à Sciences Po Paris une conférence à l'occasion du 35e anniversaire du mouvement démocratique et du massacre du 4 juin 1989, en présence notamment du chercheur Jean-Philippe Béja, mais aussi d'anciens représentants des étudiants de l'époque tels que Wang Dan et Zhang Wen. Wang Dan était l'un des représentants de l'université de Pékin à cette époque. Après s'être réfugié aux États-Unis où il a poursuivi ses études, il a vécu quelques années à Taïwan et est aujourd'hui directeur exécutif de l'ONG Dialogue China et président du conseil du mémorial du 4 juin à New York. Zhang Luan, quant à lui, était responsable du service d'ordre sur la place Tiananmen en 1989. Il s'est ensuite réfugié en France et enseigne maintenant à l'université Paris-Cergy. Si vous voulez comprendre les racines du printemps de Pékin et son déroulement, je ne peux que vous conseiller une bande dessinée à laquelle Zhang Luan a participé aux éditions Seuil Delcourt, Tiananmen 1989, Nos espoirs brisés, dont je mets le lien sur la page internet de cette émission. Pour terminer, j'ai demandé à Yu Jie ce qu'il reste aujourd'hui en Chine de ce mouvement démocratique et de la pensée de Liu Xiaobo. Il a indiqué qu'il recevait de temps en temps des messages de la part de jeunes Chinois qui avaient réussi à se procurer ces textes ou qui s'intéressaient à ceux de Liu Xiaobo, mais cela représente un nombre de personnes très marginal. Cela n'empêche toutefois pas Yu Jie de poursuivre son combat à l'aide de sa plume. Pour moi, cela a été très important de publier à Taïwan 4 livres sur la pensée de Liu Xiaobo. Mais on pourrait encore écrire beaucoup à ce sujet. J'aimerais aussi tourner un documentaire sur lui, parce que les gens connaissent son militantisme en faveur des droits humains. Mais ils ne connaissent pas bien sa pensée en tant qu'intellectuel. Sa pensée est assez différente de la pensée occidentale de la gauche actuelle, qui promeut le décolonialisme. Liu Xiaobo a par exemple dit que la Chine devrait se faire coloniser pendant 300 ans. En fait, il a dit cela dans les années 1980, quand il s'est rendu à Hong Kong, alors que l'économie chinoise était encore sous-développée. Il s'est dit qu'après même pas 100 ans de colonisation britannique, Hong Kong était devenu si prospère. Alors, pour que la Chine s'améliore, il faudrait qu'elle traverse 300 ans de colonisation.
C'est notamment pour ses propos que le Parti communiste chinois l'a qualifié de traître vendu à l'Occident. Mais je pense que ce qu'il a dit mérite réflexion. Ce dont il voulait parler, c'est de la loi et de la tradition de l'état de droit laissé par les Britanniques à Hong Kong, ainsi que d'une économie libre basée sur la concurrence. Mais tout cela a été anéanti par le Parti communiste chinois en une vingtaine d'années à Hong Kong. Par exemple, si l'on compare l'Inde et la Chine, l'Inde, qui a été colonisée par le Royaume-Uni, est aujourd'hui une démocratie. Et cela n'est pas sans lien avec son histoire coloniale. Bien sûr, j'ai fait remarquer à Udier que tous les pays colonisés ne sont pas devenus des démocraties. Mais ce que voulait peut-être dire Liu Xiaobo, c'est qu'une modernisation uniquement économique, sans progrès en matière de droits humains, n'était à ses yeux pas suffisante. C'est en tout cas ce qui transparaît dans la charte 08 dont Liu Xiaobo est l'un des principaux auteurs. Il s'agit d'un manifeste publié en décembre 2008 pour promouvoir une réforme politique en vue de démocratiser la Chine. Udier a fait partie des intellectuels qui ont signé cette charte. C'est donc l'un des points communs entre Liu Xiaobo et Udier, qui étaient aussi liés par l'amitié, le fait de croire au pouvoir des idées et des écrits. C'est pourquoi Udier se consacre entièrement à l'écriture et publie chaque année plusieurs essais à Taïwan, le dernier endroit du monde sinophone où il peut publier. À Taïwan, il va aussi à la rencontre de son public pour échanger des points de vue sur la situation en Chine. C'est d'ailleurs de cela que nous allons parler avec lui dans l'émission de demain. Udier nous présentera sa vision de la Chine et des perspectives d'avenir. Je vous laisse en musique avec le rocker chinois Cui Jian dont les chansons ont accompagné le printemps de Pékin en 1989. 我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。我要给你我的追求，还有我的自由，可你却总是笑我一无所有。你何时跟我走？你何时跟我走？脚下着地在动，身边的水在流，可你却总是笑我一无所有。为何你总笑得悲哀？为何我总要追求？难道在你面前我永远是一无所有？你何时跟我走？你何时跟我走？告诉你我等了很久，告诉你我最后的要求，我要抓起你的手，这就跟我走。这是你的手在颤抖，这是你的泪